nous avions vu le MRUA. Tu vois, une accélération constante, une vitesse linéaire, un mouvement parabolique. Ça, c'est piece of cake. Petite généralisation, nous allons faire le MCUA. Une accélération angulaire constante, une vitesse angulaire linéaire et un angle qui varie de manière parabolique. Jusqu'à présent, on faisait tourner toujours notre particule avec une vitesse angulaire constante. Mais rien ne nous force, on peut le faire tourner de plus en plus vite ou le ralentir. Nous allons donc introduire le concept d'accélération angulaire. Tu vois, c'est exactement la même chose que le MRUA, à part que maintenant, au lieu d'avoir une position, on a un angle. Classiquement, je vais indiquer l'accélération constante par le symbole alpha, l'accélération angulaire constante par alpha, la vitesse angulaire sera dénotée oméga, et maintenant oméga n'est plus constante, et est oméga de t, et l'angle, il évaut donc un θ0 plus un oméga 0, une vitesse initiale fois t, plus un alpha, t carré sur 2. Exactement la même chose que le MRU. Piece of cake. Alors, évidemment, maintenant, on a une subtilité, c'est que oméga est une fonction de temps. Et donc, on peut faire le MCUA. Mais attention, oméga n'étant plus constant, quand on va calculer les vitesses et les accélérations, il faudra en tenir compte. Et quand on fait le calcul, maintenant, tu vois, oméga est une fonction du temps. Et donc, maintenant, je dois tenir compte de la dérivée de oméga, et j'ai des termes additionnels en rouge qui apparaissent. Et donc, l'accélération, elle va avoir une composante centripète, mais une composante tangentielle, qui est liée à la variation de vitesse angulaire. Tu vois, il y a une partie tangentielle et une partie centripète à l'accélération. Alors, on va faire une petite animation pour voir comment cela se propage. Alors là, youbidoum, voilà une petite animation. Et voyez, à tout instant, j'ai un mouvement circulaire à vitesse constante et j'ai un mouvement circulaire à vitesse angulaire variable. Et tu vois, si je tourne à vitesse angulaire constante, on a la longueur du vecteur vitesse en vert qui reste constante et l'accélération est purement centripète. Par contre, tu vois que quand j'ai une vitesse angulaire qui est variable, l'accélération a maintenant une composante centripète, mais également une composante tangentielle. Ah, ça change tout. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser ce résultat. Nous avons donc une vitesse angulaire variable qui génère une accélération tangentielle. Fondamentalement, c'est bien l'idée, si j'augmente ma vitesse tangentielle, je dois augmenter mon accélération tangentielle. Alors ici, nous avons un petit graphe qui illustre clairement toutes les accélérations. Tu vois, l'accélération bleue, c'est la composante tangentielle. Et la composante tangentielle, c'est ce que je vais appeler Aθ, c'est R alpha. C'est lié au fait que vous avez une accélération angulaire. Si j'ai une accélération angulaire, j'aurai une accélération tangentielle qui est R alpha. On a maintenant la vitesse qui vaut toujours R oméga, et on a l'accélération centripète qui vaut toujours R oméga carré. Attention, les vecteurs verts et les vecteurs rouges ne sont plus constants. Alors, ce qu'on fait parfois, c'est de choisir un système d'axes qui tourne avec notre repère. Et si on s'est fini comme système d'axe un axe radial et un axe tangent θ, on voit que maintenant,
on peut écrire la vitesse et l'accélération avec uniquement deux composants, une composante radiale et une composante tangentielle. Notez bien que la norme de l'accélération, c'est le carré des deux composants. C'est ce qui est indiqué ici. Ça, c'est la norme de l'accélération. Tu vois, ici, la norme de l'accélération est obtenue par le carré de l'accélération centripète plus le carré de l'accélération tangentielle avec une racine carrée. Alors, parfois, on aime aussi considérer qu'on est dans un repère mobile et à ce moment-là, on oublie l'accélération centripète et on la rajoute par une pseudo-force centrifuge. Ah ouais, la pseudo-force centrifuge. C'est-à-dire que si tu te mets dans un repère qui est attaché à la particule qui bouge, tu devras tenir compte de l'accélération de ton repère qui bouge, et cette accélération, tu peux la voir d'une certaine manière comme une pseudo-force. Et donc, si tu considères que tu es dans le repère mobile, tu rajoutes, tu tiens compte de son accélération centripète en mettant une force équivalente à cette accélération. Donc, tu retires l'accélération centripète et tu mets une pseudo-force centrifuge. Et voilà. Tu te souviens, quand tu tournes, tu as toujours uniquement une accélération centripète, mais qui peut être vue d'une certaine manière comme une pseudo-force centrifuge. Parce que quand on fait passer une accélération de l'autre côté de la loi de Newton, de masse fois accélération, si on transforme une accélération en une force, eh bien, cette force, elle va changer de signe, et donc, au lieu d'être centripète, elle va être centrifuge. Mais fondamentalement, il n'y a pas de force centrifuge. Retiens bien ça. Il n'y a pas de force centrifuge, il y a juste une accélération centripète qui te donne l'impression, quand tu es dans un repère mobile, quand tu es dans une station spatiale, qu'il y a une force centrifuge. Mais c'est juste parce que tu tournes. Il n'y a pas de pseudo-force centrifuge. C'est juste une impression. Mais une impression qui fait que quand tu tournes avec ta voiture, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te pousse pour en sortir vers l'extérieur. Et tu dis, ah, c'est la pseudo-force centrifuge. Mais non, c'est parce qu'en fait, toi, tu as envie de continuer tout droit. Et qu'il y a quelque chose qui te force à tourner. La voiture te force à tourner. Mais tu n'as pas envie de tourner. Eh oui, ça, c'est la pseudo-force centrifuge. Et ça, c'est la fin de ce podcast-ci.